Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Al24 News. Bienvenue dans ce nouvel épisode Les Plumes du Silla. Il nous arrive tout droit de Mauritanie. Et à l'occasion d'une rencontre littéraire, à la 25e édition du Salon du Livre International d'Alger, il fait une escale chez nous. Et on va parler avec lui de littérature, bien évidemment, mais aussi de ses écrits, de ses projets, mais encore de ce Sahel si cher à son cœur. Monsieur Bios Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir à L24 News. C'est un plaisir pour moi d'être là et de parler de l'Afrique, de la Mauritanie, dans ce pays qui est l'Algérie, qui me touche très cher. Ce n'est pas votre première fois à Alger, vous êtes un habitué du salon. C'est toujours la même émotion de retrouver, notamment après la Covid-19. C'est un énorme plaisir parce que les premières fois quand je suis arrivé en Algérie, en 2009 par exemple, je suis arrivé dans un contexte complètement de déconstruction parce que l'image qu'on a de l'Algérie, quand on est à l'étranger ou lorsqu'on lit les médias, ce n'était pas du tout la même image ni la même impression que j'avais eue. Je vivais en France pendant 12-13 ans et quand je lisais les médias, quand je regardais les télévisions, j'écoutais les radios. Et de retour en Mauritanie, quand je suis venu ici en Algérie, les premières choses, j'ai eu la même impression que comme lorsque j'étais parti pour la première fois aux États-Unis, ce que je me disais que je n'allais pas sortir. J'allais juste rester à l'hôtel et partir de l'hôtel, aller au salon du livre, puis repartir, parce que tout simplement, j'avais l'impression que une fois qu'on sortait de sa chambre, ou bien une fois qu'on se retrouvait dans la rue, c'est qu'on devait être happé par une violence, soit ramasser une balle, soit être agressé par des gens. Or, ça a été tout à fait le contraire. J'ai trouvé un peuple extrêmement ouvert, accueillant, de commerce facile. Les gens, je discutais facilement avec eux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment les médias peuvent essayer de construire ou de donner une certaine image d'un pays, d'une nation qui n'est pas la leur. Et puis, au fil et à mesure, tous les auteurs algériens que j'avais lus ou que je connaissais ou que je fréquentais, tout cela m'est ressorti. Je me suis aperçu que l'Algérie, c'est vraiment une très belle nation qui n'a rien à voir avec l'image des médias. Pour bien comprendre un pays, c'est bien de lire ses auteurs, sa littérature, découvrir sa culture. Justement, en parlant de découverte littéraire et de la façon dont vous avez découvert Alger, on vous découvre vous aussi. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes notamment journaliste, vous êtes aussi poète, vous êtes écrivain, essayiste. On vous découvre en 2002 avec un recueil de poésie qui s'appelle Les larmes de l'arc-en-ciel. Et en 2021, on vous retrouve avec un livre dans un style différent. Monsieur Diallo, la question doit être posée. Qui êtes-vous? Présentez-vous à nos lecteurs. C'est vrai que mon premier recueil s'est intitulé Les pleurs de l'arc-en-ciel parce que tout simplement en 89, la Mauritanie a eu un incident avec son voisin qui est le Sénégal à la suite d'un banal incident qui peut toujours arriver et qui arrivera toujours dans l'histoire parce que entre des éleveurs transhumants et des paysans s'occupant de leurs terres, la relation entre les paysans et les agriculteurs, c'est une relation séculaire et qui ne changera jamais. Les uns travaillent la terre, les autres viennent avec leur pâturage qui broute. Alors, dans cette relation, de la même manière que lorsqu'il faut manger, qu'il faut se faire violence par sa bouche, mais pour nourrir sa panse, de la même manière qu'on broute une herbe, qu'on coupe l'herbe, de la même manière qu'on touche une chose, la relation entre paysans et agriculteurs demeurera cette relation-là très conviviale. Alors, à la suite d'un banal incident, il y a eu ce problème qui s'est posé entre la Mauritanie et le Sénégal et qui a causé la déportation d'un certain nombre de Mauritaniens noirs et qui ont été expulsés au Sénégal, soi-disant qu'ils venaient de là. Alors j'ai été profondément blessé par ça, comme la plupart des Mauritaniens, parce que tout simplement la Mauritanie, comme disait son ancien président, c'est comme le blanc et l'œil du noir. Quand on enlève le noir de l'œil, l'œil ne voit pas. Et quand on enlève le blanc, l'œil n'existe pas. Alors la Mauritanie est considérée comme étant un pays tampon entre l'Afrique noire et le Maghreb. Et quand il y a eu cet incident, il y a eu des deuils partout. À mon sens, je l'ai intitulé Les pleurs de l'arc-en-ciel parce qu'on ne peut pas sérier, on ne peut pas quantifier des morts. Il y a eu des Noirs qui sont morts,
il y a eu des Blancs qui sont morts et tous ont pleuré. Et pour moi, la Mauritanie symbolise cet arc-en-ciel-là, cet État-nation, cet État qui est à la croisée des deux rives, comme l'intitulé de cette rencontre-là, de cette littérature au XXIe siècle, mais aussi de ces pays, de ces nations au XXIe siècle, qui sont des brassages. Mais par le fait de la colonisation, il y a eu des différenciations, il y a eu des divisions d'États, de pays, d'espaces culturels en nations. À mon sens, on doit respecter cela, même si cela ne respecte pas, ne répond pas à la situation géopolitique ou géostratégique. Mais dès lors que les nations ont été créées avec des identités, avec des nationalités différentes, on doit respecter cela. Donc, à la mort, on ne doit pas chercher. Il y a eu combien de morts, combien de blessés, combien de sang versé. Donc c'est ce que je défends dans cet ouvrage-là, qui s'appelle Les pleurs de l'arc-en-ciel. Dans vos écrits, on retrouve souvent des scènes de vie dans leur splendeur et leur simplicité. Vous aimez aussi vous imprégner de ce chaos que vit actuellement le Sahel, mais en épinglant des moments de bonheur à travers le temps. Est-ce que cela est l'une des caractéristiques de cette littérature sahélienne que vous aimez tant défendre? Non, mais cette littérature sahélienne, comme disait l'autre, elle est fille de son temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la vie de plaisir avec la vie de douleur. Parce que les deux composent la vie. Si on appréhende ou si on apprécie le plaisir ou le bonheur, c'est parce qu'on sait qu'il y a de l'autre côté le revers de la douleur, le revers de la souffrance. On est heureux par rapport à ce qu'on voit de l'autre ou par rapport à ce qu'on connaît de l'autre. C'est en sachant faire la différence entre le plaisir et le déplaisir, le bonheur et la douleur, qu'on s'aperçoit que souvent, on est dans une position à travers laquelle on peut appréhender, on peut comprendre une chose. Parce que si on n'a jamais connu la souffrance, on ne peut pas mesurer le degré de bonheur. Et si on n'a pas connu le bonheur, on ne peut pas comprendre le degré de souffrance. D'où le fait que je me dis que souvent, nous sommes dans de très beaux pays. Je parlais à l'instant de l'Algérie, mais aussi, c'est ce qui me touche toujours. Quand je voyage, quand je vais dans un certain nombre de pays, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre dans un pays comme la Mauritanie. C'est tellement bien, c'est tellement plaisant de sortir de chez soi, d'aller à l'école, ou d'aller à l'université, ou d'aller à la télévision, ou d'aller à son travail, et de retourner retrouver les siens. Alors qu'il y a d'autres pays, à chaque fois qu'on sort, on ne pense pas retourner. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, savoir que nous avons des instants de bonheur, des instants de plaisir qu'il faudra vraiment privilégier et qu'il faudra protéger. Et je pense qu'en Algérie, on est passé par là. Il fut des moments où c'était des moments très douloureux, des moments très dramatiques. C'est pour cela qu'à chaque fois, jusque-là, on traîne encore le cliché de l'Algérie des années de Brest. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Justement, vous parlez de la propagande, entre parenthèses, que sont les médias qui transposent à mal les situations les abcès africains. Que pouvez-vous dire justement à la lumière de toutes les évolutions sur la situation politique actuelle dans la région du Sahel? La situation politique aujourd'hui dans la région du Sahel, elle est, je ne peux pas dire qu'elle est enviable, mais c'est parce qu'elle est enviée qu'on essaie de créer le chaos au Sahel. Ce chaos, il n'existe pas. Ce chaos, c'est d'abord une construction. Ce chaos, c'est d'abord une manière d'essayer d'installer la peur au Sahel. On vivait très bien, toutes les communautés vivant là, qu'elles soient berbères, qu'elles soient arabes, qu'elles soient peuls, qu'elles soient dogons, qu'elles soient soninké, les gens vivaient dans une certaine paix. Mais dans une construction de géopolitique, où on a besoin d'avoir une domination sur l'autre, l'autre étant les États, étant la politique, il faut passer par cette instrumentalisation de la peur, cette instrumentalisation qui fait qu'aujourd'hui, toute la bande sahélo-sahélienne se retrouve dans des configurations d'insécurité. À l'époque, on pouvait voyager, on partait à pied, on partait de l'Algérie, au Maroc, en Tunisie, de la Mauritanie, au Mali, au Sénégal, au Burkina. Mais aujourd'hui, on vous dit, ne partez pas. Mais tout ça, on s'aperçoit, c'est pour simplement un idéal commercial derrière. Parce que tout simplement, on a développé aujourd'hui la phobie chez l'autre. Vous savez, aujourd'hui, toutes les ambassades américaines, françaises et autres qui sont dans nos pays, qui sont barricadées. Donc ça fait quoi? Il faut payer des armes,
il faut payer des outils informatiques, des radars, des trucs de surveillance, il faut créer des téléphones et tout ça c'est du commerce. On crée la phobie en l'autre. Et tant que l'Afrique ne sortira pas du cercle qu'elle doit être gérée par l'ailleurs, elle doit être gérée par d'autres personnes, elle ne pourra pas gérer sa propre quiétude. Et elle va contribuer à créer cette phobie, ces choses qui font qu'elle va toujours demeurer le jouet des autres. Sur et ces ça, paroles, nous devrons vraiment y travailler. Sur ces paroles, Monsieur Bios Diallo, je vous dis merci de nous avoir accordé cet entretien. Et je rappelle que vous êtes à la 25e édition du Salon du Livre d'Alger et vous allez animer des rencontres littéraires pour parler un peu plus, peut-être, de cette littérature du Sahel. Un dernier mot ? Un dernier mot, je dirais simplement que dans cette configuration, j'anime ou je dirige depuis 2010 un festival qui s'appelle Traversée Mauritanie, qui est simplement la traversée de toute la Mauritanie, qui répond au nom de la Majabat El Koubra, festival au cours duquel je reçois chaque année des écrivains d'abord des pays limitrophes. J'ai reçu des écrivains algériens, des écrivains marocains, des écrivains tunisiens, des gens comme Yahya Ben Laskri, Tahar Ben Jeloun, Lamia Barada et Sami Tchak, Felwine Sarr, Ken Bougoul et d'autres, Cheikh Hamidou Kane également. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut déconstruire cette idée-là que nous sommes une région de paix, mais la région de paix se passe par la culture, se passe par la transmission de la culture. Et à chaque année, nous nous faisons un plaisir de recevoir ces auteurs-là qui viennent de ces pays limitrophes, à savoir Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mali. Et puis maintenant, nous tendons le bras aux autres parce que notre diaspora a aussi sa voix à donner. Et ça, c'est un énorme plaisir qu'il faut faire parce que la culture réussit ou la politique échoue, ou bien en tout cas, la culture est le meilleur élément de rapprochement entre les peuples et les identités. Il ne me reste qu'à souhaiter bon vent à votre festival, mais aussi à vous, à vos écrits, à tous les auteurs africains que j'aurai le plaisir de recevoir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel auteur, une nouvelle histoire et une nouvelle aventure.